J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Christophe Dino, quelqu'un qui est très connu dans le monde de l'intelligence économique, qui pense, Christophe, que de tous les experts dans le domaine, tu es des meilleurs, notamment en matière d'outils. En tout cas, c'est comme ça que je te perçois. Et je vais te laisser la parole dans quelques instants. Un mot de présentation de notre club. Donc, on s'intéresse à l'intelligence économique. Nous traitons de l'information sous tous ses angles, c'est-à-dire en matière de collecte, en matière d'analyse, en matière de diffusion, en matière de sécurisation et en matière d'influence. Christophe, l'idée c'est que tu nous fasses une présentation d'environ 45 minutes. Après, nous verrons les débats. Je pense qu'il y a des questions qui apparaîtront sur le module de conversation et dans la salle. Avant de te laisser la parole, j'aimerais remercier Estelle Trusker, qui est la personne par laquelle cette réunion se passe en distanciel. Nous sommes dans les locaux d'Audencia et j'aimerais remercier aussi notre Nuchad qui gère la technique. Voici, tout est dit. Mon cher Christophe, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler un peu de gouvernance de l'information, en fait. Je vais vous expliquer un peu pourquoi on en arrive à faire ça, en fait. Qu'est-ce que ça comporte, en fait. Donc, en fait, aujourd'hui, on vit dans un buzz permanent, en fait. On parle de big data, d'IA, de quantum computing, de cloud, de GDPR. On voit des tas de nouveaux rôles apparaître, les CISO, les DPO. On parle beaucoup de cybersécurité, d'information data governance, de data breach, de bots, d'Internet des objets, de 3D printing. Tout ça, en fait, c'est du traitement de l'information sous toutes ses formes, en fait. Et ça ira de plus en plus, en fait, parce que tout ça se développe et va traiter de plus en plus d'informations. Donc, il va falloir, à un moment donné, mettre de l'ordre dans tout ça et gouverner, entre guillemets. Pourquoi gouverner? Parce que l'information est devenue un enjeu de souveraineté, en fait. Vous voyez, là, c'est quand même une image marquante. C'est le Premier ministre israélien qui montre tout ce qu'ils ont récupéré en Iran, en fait. Donc avant, en Égypte ancienne, les trophées, c'était des esclaves. Après, ça a été de l'or, de l'argent, des épices, des territoires, etc. Et aujourd'hui, le trophée de guerre, c'est l'information. Donc on est vraiment là au cœur. L'information, c'est l'épice, au sens dune du terme, du 21e siècle. C'est aussi un enjeu de démocratie avec beaucoup de désinformation aujourd'hui et ça devient très compliqué aussi maintenant de gouverner déjà, pas seulement l'information, mais de gouverner tout court. Là, je vous ai mis un extrait d'un tract des Gilets jaunes qu'on m'avait distribué sur un quai du RER. Vous voyez tout de suite de quoi on parle, en fait, au motif que Macron avait travaillé dans la banque Rothschild. On explique qui sont les Rothschild, en fait, avec bien sûr des relents un peu, voilà. Donc tout ça circule allègrement sur les réseaux sociaux, bouge, fait bouger les gens. Il y a des gens qui croient tout ça, etc. En fait, donc on est quand même là sur un sujet quand même très très sensible. Et puis ça, même quand on contrôle l'information, ça peut devenir n'importe quoi en fait. C'est une photo donc des services secrets américains qui montrent les bases de lancement des missiles iraniens en fait. La photo passe dans un briefing, en fait, top secret, en fait, et puis Trump sort son téléphone portable, prend la photo et tweet, en fait. Donc vous dites, là, il y a quand même un problème de gouvernance, en fait. À un moment donné, on peut se poser la question, même si on protège bien ces informations, on n'est pas à la merci d'un problème humain. Et puis, on voit bien que le traitement de l'information, c'est devenu l'enjeu technologique de ce siècle, en fait. C'est-à-dire que là, on va essayer d'avoir des moyens de calcul, des moyens de traitement, des nouveaux algorithmes, parce que pour traiter des centaines de milliards de pages de documents, faire de la sémantique, analyser des corrélations, etc., il faut peut-être d'autres algorithmes que ceux de l'informatique classique, en fait, et aboutir à l'informatique quantique. Et donc, c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une course, en fait, à l'armement autour des ordinateurs quantiques, en fait, non seulement pour des calculs scientifiques, mais aussi pour du traitement de l'information. On voit de nouveaux métiers apparaître, en fait. Il y a 10 ans, même 50, où ces métiers-là n'existaient pas, en fait. On voit des
des gens qui se nomment Head of Privacy, Head of Security, Head of Cybersecurity, etc. Donc on voit que cette information et cette effervescence en fait a créé voilà tout un mouvement en fait avec des nouveaux métiers qui viennent combler en fait des manques en termes d'organisation pour gouverner. On va voir ce que ça veut dire l'information. Et puis les offres d'emploi foisonnent en fait. Il y a des job boards avec des centaines d'emplois sur toutes ces notions de privacy, de security, d'archivage légal, de toutes ces notions-là qui sont toutes les facettes en fait de la gouvernance de l'information. Donc le paradoxe de l'information, c'est que là, plus l'information augmente, plus la confusion, les coûts et les risques augmentent de manière exponentielle. En fait, il y a eu une maîtrise à un moment donné, puis après, maintenant, il n'y a plus de maîtrise du tout, en fait. Et donc, la gouvernance de l'information va être là pour essayer de mitiger un peu tous ces risques, autant que possible avec des moyens voilà, raisonnables, en fait, puisque on va voir, c'est quand même des choses qui peuvent revenir très cher. Donc aujourd'hui, l'entreprise, elle est quand même à risque sur l'information, puisqu'on a voilà, une foule de devices déjà pour traiter l'information. Avant, on avait un IBM central avec des écrans verdâtres, et puis c'est tout. En fait, maintenant, on a des PC, des tablettes, des smartphones, des Internet des objets, des frigos, etc., qui traitent de l'information. Et tout ça avec un aspect multimédia, bien sûr, du son, du texte, de l'image, etc. Et puis aussi, bien sûr, des notions aussi d'autres systèmes d'information qui sont venus se rajouter, le système d'information industriel ou le système d'information de production. Et on voit aujourd'hui, par exemple, qu'il y a des hackers qui cherchent à hacker voilà, des aiguillages ferroviaires ou à faire des choses comme ça, en fait. Donc ce système-là aussi est rentré dans la boucle, en fait, et va devoir être gouverné. Tout ça, donc, avec un ensemble voilà, de thématiques sur voilà, la rapidité, sur la conformité, sur la masse d'informations, sur tous ces sujets-là, en fait, qui viennent traverser l'entreprise et qui viennent compliquer, en fait, le paysage avec toutes les parties prenantes. Donc, on a aujourd'hui des menaces de tous ordres, en fait. Alors là, vous prenez la presse tous les jours, il se passe quelque chose, en fait. Vous avez aussi des bulletins de veille, là, par myriade, en fait, qui vous expliquent tous les problèmes, tous les jours qu'il y a en termes de brèches de sécurité, en termes d'attaques, en termes de malware, en termes de génie, entre guillemets, malfaisant, en fait, de certains groupes de hackers qui mettent au point voilà, des choses de plus en plus sophistiquées. On voit aussi que, par exemple, là, il y a des notions aussi de vente de data personnelle, en fait, même de préemption d'identité, en fait, qui commencent à apparaître. Aujourd'hui, il y a 2000 personnes par an en France qui perdent leur identité, en fait. Et sur le Darknet, on trouve des packs complets, en fait, pour s'approprier l'identité complète d'une personne, en fait. Donc, tout ça devient un vrai sujet. On voit aussi, bon, vous voyez, vol d'une clé USB non chiffrée contenant les plans de l'Élysée, du ministère de l'Intérieur, la préfecture de police et de 9000 sites. Tout ça, c'est un prestataire qui avait ça. Donc, en fait, même si vous contrôlez, vous gouvernez tous les risques liés à votre information, bon, vous travaillez dans un environnement, il y a peut-être des gens aussi qui sont moins sécurisés que vous et puis qui vont perdre votre information, en fait, entre guillemets. Et puis maintenant, là, on voit les hackers qui achètent des mots-clés et des publicités dans Google, en fait, pour faire passer leur malware, etc. Enfin, ça devient ahurissant en termes de sophistication. Donc là, beaucoup de sujets et de menaces, en fait, autour de tout ça. Et puis, on est passé aussi dans une autre dimension, en fait, sur les réseaux sociaux. Et là, c'est très bien, c'est the edge of rage. C'est-à-dire que les gens deviennent enragés, en fait. C'est-à-dire que là, sur Twitter, c'est menace de mort à longueur de journée, c'est dès que quelqu'un s'exprime sur un sujet sensible, tout le monde, tous les trolls se jettent dessus pour le menacer, veulent le tuer, l'égorger, etc. Enfin, ça devient juste ahurissant, en fait, et il n'y a plus moyen de débattre de quoi que ce soit, en fait. Donc, en termes voilà, de gouvernance d'information et de vision extérieure d'un État ou même d'une entreprise sur ce qu'elle dit sur ses produits ou sur ce que les gens disent sur ses produits, ses offres, etc.,
tout ça part vite, très vite en sucette, entre guillemets, et on a que cette sorte de rage, en fait, hein, de gens qui veulent s'entretuer entre eux à distance, en fait, avec bien sûr l'anonymat qui les protège, en fait, hein, puisque tous ces trolls sont anonymes, sont là sous des faux noms, et donc beaucoup de législateurs aujourd'hui et de pays disent qu'il faudrait lever l'anonymat ou interdire l'anonymat ou faire un certain nombre de choses pour que justement ça n'arrive pas. Mais on voit que même sur LinkedIn, qui est un réseau où les gens sont là pas anonymes, en fait, hein, des fois, ça s'envenime très vite, en fait. Hein. Dès qu'on aborde certains sujets, ça part vite aussi en quenouille, mais là, les gens se retiennent parce qu'ils sont sous leur vrai nom, alors ils ont du mal quand même à s'insulter, mais ça part quand même pas mal. En fait. Et ça, c'est une caractéristique de la société. Tout le monde est à cran vis-à-vis de tout, en fait. Hein. Et donc là, on a un gros sujet en termes d'information, en fait, hein, pour essayer de trier, et tout le monde va croire ce qu'il arrange de croire. En fait. Donc ça va être compliqué. Et puis, c'est quand même un nouveau pouvoir, en fait, hein, parce que là, on voyait à un moment donné, Trump, il menaçait de fermer les réseaux sociaux parce qu'il était furieux contre Twitter. Ben, finalement, c'est Twitter qui a fermé Trump, en fait. Hein. Donc, on voit quand même que là, dans des bras de fer comme ça, on se dit, tiens, quand même, la donne a changé et il y a quand même un nouveau pouvoir qui s'est installé. Et comment on va prendre en compte ça? Je parlais de LinkedIn, alors vous voyez, si vous faites de la veille sur LinkedIn, il faut en faire quand même, hein, parce que vous n'êtes pas à l'abri de trouver des gens qui ont monté des profils quand même un peu abracadabrantesques en fait. Hein. Alors sur LinkedIn, bon, on peut pas faire vraiment de veille automatisée, il faut faire de la veille à la main, hein, c'est assez compliqué, mais voilà, il y a un moment donné, il faut quand même vous soucier de ce qui se passe en fait hein, sur ces réseaux, parce que là, franchement, bon, malheureusement, voilà, on est en point de maquilleur coiffeur en fait. Et puis le phishing est constant en fait. Hein, donc le phishing, c'est vraiment là le fond, le bruit de fond en fait. Hein, toute la journée, vous recevez des mails qui vont essayer de vous inviter à faire ceci, à faire cela, à dévier de la voie en fait entre guillemets pour partir et vous faire hacker entre guillemets. Ça c'est un des derniers que j'ai reçu là. J'ai trouvé ça sympa. Bon, j'ai pas dépensé 757,41 € en vaccin, mais bon, c'est sympa que Bercy me les rembourse quand même. Donc, donc là, on a tout et son contraire qui arrive à longueur de temps. Et puis, on voit quand même que avec le RGPD, tout ça, les données personnelles sont devenues un vrai souci, en fait. Hein, elles l'étaient déjà quand même depuis longtemps. Et puis, la presse n'arrête pas, en fait. On voit ce qu'on appelle des data breach, en fait, hein, des données personnelles qui fuitent, et on se dit, mais est-ce que tout ça est en sécurité, en fait? Alors, pour le cas de la PHP, c'était un peu particulier parce qu'en fait, ils utilisaient un serveur de partage de fichiers, en fait. Hein. Donc, on voit que c'est pas à l'intérieur du système d'information que les choses se passent, mais c'est à un moment donné, je sors pour transférer temporairement des données vers l'extérieur, vers un partenaire ou un prestataire, et puis là, crac, les hackers m'attendent, en fait, hein, comme si comme je suis une gazelle qui vient sur le point d'eau, en fait, hein, et puis les lions sont là autour, en fait. Hein. Donc on voit très vite que dès qu'on sort de certaines zones, c'est un peu le Far West en fait. Pareil là, on voit que le QR code du pass sanitaire de Jean Castex, comme il le montre à la presse, en fait, il y a des gens qui prennent des photos en fait, hein, et puis qui reproduisent le QR code en fait, hein, et puis c'est parti en fait. Hein. Donc quoi que vous faites, à un moment donné, vous pouvez être surveillé, filmé par des gens que vous connaissez pas et qui vont faire des choses pour détourner, pour faire un certain nombre de choses. Donc il y a une adresse à connaître, là, Vinpwn, en fait, hein, qui montre un peu si j'ai été hacké. Alors tous les jours, là, c'est pareil, hein, il y a le hit parade de tous les grands sites avec des centaines de millions d'adresses qui ont été volées, etc., qu'on retrouve plus ou moins dans des packages sur le darknet, etc. Donc on voit que vraiment là, c'est vraiment une affaire qui monte, en fait. Hein, et à longueur de temps, quand vous êtes sur des sites, ces sites peuvent être hackés, vos données peuvent fuiter et tomber dans des mains malveillantes. Donc cette ingénierie, en fait, parce que c'est une vraie ingénierie aujourd'hui, hein, qui s'est mis en place là autour
de toutes ces cyberattaques, avec vraiment des processus très cadrés, en fait, hein, du PC zombie jusqu'aux chevaux de Troie, jusqu'à un certain nombre de choses où on dort, enfin, on rentre dans le système d'information, mais on ne touche à rien pour l'instant, et puis un an après ou 2 ans après, on s'active, en fait. Et tout ça crée un paysage, en fait, hein, avec des menaces, avec des gens qui opèrent, des groupes aujourd'hui très constitués, en fait, hein, donc, et qui s'attaquent à la fois aux entreprises, aux États, aux associations, à tout ce qui bouge, du moment que ça peut rapporter aussi de l'argent par moment, en fait, hein, avec toutes les notions de ransomware. Donc on voit quand même que on est revenu au bon vieux temps du Far West, en fait, hein, avec Wanted Criminals, en fait, hein, et donc on voit aujourd'hui qu'on affiche, en fait, hein, des visages de cybercriminels, en fait, hein, avec des récompenses pour certains quand même assez intéressantes, hein, $1 million, ça commence à devenir intéressant pour un chasseur de primes de se mettre au jus et puis d'essayer de trouver le gars, en fait, hein, donc voilà, on est passé, voilà, comme aujourd'hui on est en hybride, entre guillemets, ben là on est maintenant voilà, dans des criminels à distance, virtuels, en fait, entre guillemets, qui font un certain nombre d'opérations. Et puis tout le monde s'intéresse à la sûreté de l'information, en fait, hein, là c'est une source interne de Daesh, en fait, hein, qui qualifie les différentes messageries, en fait, en disant est-ce que c'est safe ou c'est pas safe, en fait, hein. Donc voilà, même le Daesh fait de la cybersécurité, en fait, hein, la gouvernance d'information, en se disant, ben, voilà, qu'est-ce qu'on va utiliser pour pas être voilà, hacké bêtement, en fait, hein, donc voilà, hacké bêtement par les services secrets ou par les gens qui doivent les poursuivre, en fait, hein, voilà. Mais donc, ils font des classements en disant, ben voilà, donc on voit quand même que, bon, Signal, il est quand même bien placé, en fait, hein. Voilà. Les données, justement, que possèdent les gens sur vous, en fait, hein, c'est aussi voilà, un souci, entre guillemets, de se dire bah, qu'est-ce qui se diffuse, qu'est-ce qu'on sait sur moi, en fait, hein. Quand vous demandez vos données à Facebook, bon, il vous en donne une partie, en fait, et vous voyez déjà dans cette partie que, bon, tout est tracé, tout est logué, enfin, c'est vraiment un système ahurissant, en fait, hein. Je ne sais même pas si votre informatique interne fait mieux en termes de log et de suivi, en fait, hein. Donc c'est quand même assez, ça fait quand même assez froid dans le dos. Et puis donc on voit que le nouveau sport mondial, en fait, hein, c'est ça, c'est les data breach, en fait, hein, c'est faire fuiter de l'information, des banques d'information à l'extérieur, en fait, hein, soit pour en faire un usage malveillant après, soit pour demander des rançons aux entreprises à qui on les appliquait, etc. Donc ça devient vraiment là quelque chose de prégnant. Information vraie ou fausse, en fait, hein, bien sûr. Alors là, on a vu aussi que cette information-là, elle peut être très, très vite détournée, modifiée, etc. Donc, il s'est installé maintenant toute une économie, en fait, hein. Donc là, on voit en Macédoine des usines à fake news. En fait, là, c'était du temps de l'élection de Trump, en fait, hein. Donc, des gens qui cliquent, qui like, etc. Et donc aujourd'hui, on a des firmes à clics qui cliquent soit pour aimer des produits, soit pour aimer des posts, soit pour faire monter de l'information en première ligne dans les réseaux, etc. Donc on a des nouveaux métiers qui sont apparus, entre guillemets, pour ne pas laisser libre cours justement à la diffusion de l'information et à qu'est-ce qui est important ou pas important, mais orienter tout de suite les choses, en fait, hein, en se disant, ben voilà, on veut que ça aille dans tel sens. Pour des fins bien précises, en fait. Et donc là, ça commence à devenir aussi, là, pareil, assez compliqué, en fait. Donc on voit par exemple là, 20 millions de jeunes Chinois payés pour alimenter la propagande en ligne de Xi Jinping, en fait, hein. Donc là, voilà, donc on voit des gens qui like, qui font un certain nombre de choses pour essayer de dire que tout ça, c'est bien, en fait, hein. Et puis là, on voit aussi, voilà, qu'il y a aussi des systèmes de censure, en fait, hein, là, il y a le vice-ministre de la Défense de Lituanie là, qui vient de trouver que dans des smartphones chinois, voilà, il y a de la censure embarquée, en fait, hein, qui filtre certains mots, etc. Bon, alors vous me direz, Facebook aussi fait de la censure, Google aussi, il en fait maintenant, puisque tout le monde va chercher à vous présenter l'information qui veut bien vous présenter, en fait, et pas l'information que vous recherchez. Ce qui fait qu'en termes, voilà, de veille et de recherche et information, ça devient quand même de plus en plus compliqué. Et puis le droit à l'image là devient un enjeu vital, en fait, hein. On voit que
voilà, ça c'est une affaire qui a fait jurisprudence aux États-Unis, en fait, hein, d'une photo qui est prise dans un spring break. La personne, voilà, perd son emploi, la photo est diffusée, elle essaie de racheter les droits de la photo, elle essaie de se démener pour réapproprier son image, en fait, hein. Il y a même le magazine Hustler, qui est un magazine porno là, qui rediffuse aussi sa photo, enfin, etc. Donc on voit quand même qu'aujourd'hui c'est très compliqué et puis qu'il y a quand même beaucoup, alors évidemment ça nourrit les cabinets d'avocats du monde entier, hein, parce qu'il y a beaucoup de litiges autour de ça, en fait. Aujourd'hui, on peut tout faire en termes de photos, en fait, hein, de photos, de vidéos, etc. Donc, il y a plus aucune limite, en fait, hein, vous voyez plus le vrai du faux, le faux du vrai, etc. Et donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui après démine le sujet et vous dit, mais non, ça c'était complètement faux et tout ça, des millions de gens, de toute façon, l'auront vu, ils l'auront pris pour argent comptant. Et puis on voit que les sites complotistes, eux, qui sont connus en fait hein, pour faire vraiment de la désinformation, bah, finalement ils vivent très bien en fait, hein, parce que ils vivent de la publicité, parce que on sait que ça attire beaucoup de gens ces sites complotistes-là, et donc voilà, il y a des annonces publicitaires qui sont faites sur les sites, etc. Et donc ils vivent tranquillement comme les autres sites en fait, entre guillemets. Et quand on dit ça aux autorités, les gens disent bah finalement un site de désinformation, c'est un site comme un autre, donc il a le droit d'avoir de la pub et puis les gens ont le droit d'aller le voir. En fait, hein. Donc tout ça fait un savant mélange en fait, hein, qui à un moment donné sème une confusion quand même assez grande. Donc par rapport à tout ça, dans cet environnement, dans ce bain dans lequel on est, il faut agir en fait. Hein. Et là, je citerai Napoléon Ier, hein, les 3/4 des hommes ne s'occupent des choses nécessaires que lorsqu'ils en sentent le besoin, mais justement alors il n'est plus temps. C'est-à-dire que c'est pas quand tous vos données personnelles seront sur Internet qu'il faudra se préoccuper de cybersécurité ou de protection des données personnelles. C'est pas quand la CNIL va débarquer à l'accueil de votre entreprise pour faire un contrôle qu'il va falloir vous dire ah tiens j'avais entendu parler d'un truc qui s'appelait le RGPD, etc. Donc et ça demande beaucoup quand même de choix, entre guillemets, et de persuasion pour mettre de l'argent dans tout ça, en fait, hein, s'occuper de tous ces sujets, alors que les gens peuvent se dire, bah, ça ne m'arrivera pas, en fait. Hein, c'est comme une assurance, en fait. Vous payez peut-être toute votre vie des tas d'assurances, vous n'aurez jamais un accident de voiture, vous ne serez jamais malade, et à la fin de votre vie, vous direz, j'ai payé tout ça pour rien, en fait. Hein. Donc là, c'est pareil, on va payer des gens qui vont faire de la sécurité, qui vont faire des protections sur les données personnelles, qui vont faire de l'archivage, qui vont faire catégoriser tout ça. Et puis à un moment donné, on se dit, bah, finalement, pourquoi tout ça en fait, hein, et puis à un moment donné, on le fait pas, et puis l'entreprise va perdre complètement. En fait. On voit aujourd'hui que les vrais riches de données, etc., ça fait perdre le cours de bourse de l'entreprise. Les gens qui ont perdu leurs données se mettent en class action en fait hein, contre l'entreprise, etc. Et donc ça peut aller jusqu'à la fin de l'entreprise en fait. Hein, limogeage du PDG, fin de l'entreprise, etc. Donc il y a eu des cas, déjà beaucoup de cas, déjà sur les 7-8 dernières années, qui se disent bah, maintenant il faut quand même faire un peu les choses sérieusement. Donc on est dans cette démarche, voilà, infobésité, infodéluge, inforisque et d'attaclisme en fait, hein, avec de plus en plus de choses qui coûtent cher, qui augmentent, des procédures, l'information qu'on n'arrive plus à catégoriser, qu'on perd, il faut recréer les documents, on ne sait plus où tout ça est, etc. Et donc à un moment donné, il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait et comment je vais maîtriser tout ça, parce que de toute façon, vous essayez de maîtriser tout ça, parce que de toute façon, tout ça m'échappe complètement. Et à un moment donné, je peux juguler la création de l'information dans l'entreprise, mais au bout d'un certain temps, il y a beaucoup de flux externes aussi qui rentrent dans cette entreprise, de flux externes d'information, et tout ça se mélange en fait, hein, et ça devient très complexe à gérer. Donc tout le monde, le paysage a beaucoup changé hein, quand on a commencé voilà, à faire de la veille, de l'information, etc. C'était des domaines très réservés et aujourd'hui, bah, tout le monde devient son propre producteur, utilisateur, gestionnaire et analyse d'information. En fait, hein. Je fais ça à longueur de journée avec mes outils personnels, avec mes outils bureautiques, etc. Et j'ai besoin de passer par un département qui va demander de l'information pour moi. Alors après, je peux passer par un département qui va faire des veilles sophistiquées pour moi, des veilles métiers, voilà, des analyses, etc. Mais tout le monde peut faire beaucoup de choses
soi-même, en fait, à partir de ces outils. Et donc, si tout le monde fait tous les trucs dans son coin, en fait, on resilote l'entreprise, en fait, et ça devient catastrophique. À un moment donné, il faut remettre tout sur la table en disant, bah, qu'est-ce qu'on fait et comment on va traiter tout ça. Donc, la gouvernance d'information, c'est une problématique de direction générale, en fait. C'est-à-dire, il y a une corporate gouvernance avec des objectifs business, des contraintes réglementaires. En dessous, il y a la gouvernance de l'information. Il peut y avoir aussi la gouvernance de l'IT, qui est différente. La gouvernance des systèmes d'information, c'est de dire je mets tout dans le cloud, j'achète tout chez AWS, je fais ceci, je fais cela chez tel opérateur, je prends tel type d'antivirus, etc. Donc ça, c'est des choix de gouvernance IT. Et la gouvernance d'information, elle, ça va plus être voilà, le contenu, en fait, et comment protéger tout ce contenu. Donc là, la définition générale issue du Gartner de cette gouvernance de l'information, on le voit, c'est des règles, un cadre auditable pour s'assurer de la conduite appropriée, de la création, du stockage, de l'utilisation, de l'évaluation, de l'archivage, de la destruction de l'information. Cela inclut les processus, les rôles, les politiques et les indicateurs qui assurent un usage effectif et efficient de l'information pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs stratégiques. Donc, c'est une définition un peu longue, mais au moins, elle comporte toutes les facettes, en fait, de cette gouvernance d'information en disant, bon, il y a un aspect stratégique, en fait, un sponsoring, il y a un aspect légal, juridique aussi, pour créer des politiques, des règles, etc. Il y a un aspect, voilà, contrôle, c'est-à-dire audit et contrôle interne qui va vérifier que tout ça soit bien appliqué dans l'entreprise. Et puis, il y a l'aspect opérationnel, en fait, c'est les gens qui vont être à la manœuvre pour déployer un peu cette gouvernance d'information. Et tout ça va s'appuyer donc sur des rôles, sur des pratiques, va suivre le cycle de vie de l'information, qui est le cycle utilisé par les documentalistes, qui est le cycle utilisé par les veilleurs, etc. En fait, de la création de l'information jusqu'à sa destruction, en passant par sa diffusion, son stockage, etc. Donc, tout ça va aussi créer un appontage, en fait, pour des outils et pour un certain nombre de processus. Et tout ça, donc, bien sûr, avec des outils et puis des métriques et de quelque chose d'auditable. Donc, on voit que cette gouvernance d'information, elle intègre déjà des savoir-faire existants, en fait. C'est-à-dire qu'elle se positionne à un confluent dans l'entreprise, en fait, entre les gens qui manipulaient beaucoup les documents et l'information, les archivistes, les veilleurs, entre les gens qui faisaient des règles juridiques, en fait, de contrôle, entre l'informatique aussi qui gérait les infrastructures, et puis les métiers, bien sûr, aussi, qui sont là pour dire, bah, moi, j'ai des besoins où je produis de l'information et comment vous allez vous dépatouiller avec ça pour la protéger, pour pas qu'elle fuit et pour que je sois conforme à un certain nombre de réglementations. Donc, on voit que c'est quelque chose de, je dirais, qui est un carrefour de différentes disciplines au sein de l'entreprise. Alors, il y a des modèles, en fait. Il y a une théorie de la gouvernance d'information. Il y a des associations américaines professionnelles, en fait, qui ont mis au point des modèles, justement, avec toutes ces notions de risque, de privacy, de sécurité, de business, de légal, etc., d'IT, avec toutes ces notions protect, use, return, transfer, dispose, create, qui est le cycle de vie de l'information. Donc, avec une vision, je dirais, holistique un peu de toutes les fonctions de l'entreprise autour de l'information et de sa gouvernance. Il y a aussi d'autres modèles, par exemple, là, c'est une association australienne néo-zélandaise, en fait, qui positionne un panorama, en fait, plus de disciplines qui sont liées à cette gouvernance de l'information. Et puis, il y a même, last but not least, un projet de norme ISO, en fait, qui a débuté, en fait, les travaux ont débuté, c'est piloté par un Français, et donc le but est d'arriver à faire quelque chose qui un jour, peut-être, sera comme l'ISO 27000 en sécurité, ou des choses comme ça, en fait, donc voilà. Donc, il y a quand même une ambition derrière tout ça. La gouvernance de l'information, c'est aussi un sport de combat, en fait. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, Bruno Le Maire sur LinkedIn dit qu'il est content d'être depuis 4 ans à Bercy et il met une photo de son bureau, en fait. Et moi, je réponds en disant, est-ce que vous pouvez améliorer un peu la résolution, que je vois les médicaments qui sont à disposition sur votre bureau, que je vois un certain nombre de choses, en fait.
Et donc, bien sûr, je fais ça ironiquement, mais pas tant ironiquement que ça, parce qu'il y a des gens sur LinkedIn qui me répondent en disant, eh ben, en fait, la fiole là à gauche, c'est de l'ail noir, c'est un complément alimentaire. Donc, si on prend de l'ail noir, c'est soit qu'on est prédiabétique, soit qu'on a des problèmes de cœur. Donc, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Donc, ainsi de suite, en fait. Hein. Donc, on voit que rien n'est innocent, en fait. Hein. Là, on voit pas bien, mais je suis sûr que des spécialistes du traitement de l'image verraient les noms qu'il y a sur les dossiers, etc. Donc, voilà, tout ça fait qu'à partir d'un geste innocent, on peut vite se retrouver en porte-à-faux. Dans la littérature sur le management, on a vu apparaître justement des formalisations de cette gouvernance d'information dans les années 2013, en fait. Hein. Donc là, je parle du côté recherche en management et dans les sciences de gestion, en fait. Hein. Donc pas dans l'informatique ou dans la technique, hein, mais plutôt des gens qui sont dans le business, le management, et qui réfléchissent sur ce que c'est que la gouvernance d'information. Donc il y a un certain nombre de références, en fait, qui apparaissent et qui sont intéressantes à lire, parce que on voit bien que tout ça, c'est quelque chose qui veut être auditable, qui veut définir des politiques, qui veut maximiser la valeur de l'information tout en minimisant le risque lié à l'information. Donc tout ça rentre bien dans cette vision générale donc de la gouvernance de l'information. Donc on a trois axes en fait, hein, maximiser la valeur de l'information, minimiser les risques liés à l'information, les risques pour les abus ils sont énormes, et puis minimiser les coûts éventuellement, là c'est un peu la cerise sur le gâteau lié à l'information, parce que aujourd'hui ça va devenir aussi un peu prégnant ça, parce que les gens disent, les collaborateurs, beaucoup dans les entreprises disent que le numérique c'est un puissant fond en fait. Hein. Avant, on avait des armoires dans lesquelles on stockait ces documents papier. Quand l'armoire était pleine, on se disait il faut que je fasse le ménage. Là, maintenant, on a des disques durs ou des systèmes des SharePoint, etc. Puis on met, et puis on se dit, bah, de toute façon, l'informatique derrière rachètera du disque, rachètera des serveurs, rachètera du réseau, j'ai pas besoin de faire le ménage. Sauf que ça, bon, ça a un coût, mais aussi ça a un coût maintenant CO2 en fait. Hein. C'est-à-dire que si vous avez des téraoctets d'informations qui sont jamais utilisées par personne, ça mobilise des disques, de l'électricité dans un data center, etc. Et donc en fait, vous cramez des choses pour rien. En fait, hein. Donc il va falloir revenir à quelque chose de plus frugal entre guillemets et de plus contrôlé en fait en termes d'usage et de stockage de l'information. Mais du point de vue des SI, tout ça est quand même très compliqué, en fait, hein, parce qu'on voit que, une fois que j'ai dit ça, dans un système d'information, il y a toutes les données actives, c'est-à-dire tout ce qui est en ligne tout le temps, en fait. Hein. Bon, il y a les systèmes de backup, en fait, hein, parce que l'informatique fait des backups des différents serveurs, des différentes applications, où quand le serveur crash, il faut reprendre les choses. Donc, tout ça, c'est dans un autre espace. Et puis, il y a de l'archivage qui est un acte volontaire, en fait, où on dit, bon, au bout d'un certain temps, l'information est archivée et va avoir une certaine durée de conservation. Donc, tout ça sur des données structurées, non structurées, sur encore des choses physiques, en fait, hein, parce qu'il y a encore du papier, il y a encore des microfiches, il y a encore tout ça, en fait. Hein, donc, il y a tout un stock papier à faire vivre, avec une dimension où ça peut être hosté, c'est-à-dire chez soi, totalement outsourcé, où tout mon système d'information il est à l'extérieur, puis il est opéré par un opérateur. Hein, et puis maintenant, c'est cloud, mix cloud hosté, etc. Donc vous voyez, ça fait un Rubik's Cube quand même qui devient assez voilà, problématique à manipuler en fait vis-à-vis de toutes ces dimensions et toutes ces composantes. Donc concrètement, dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre déjà un certain nombre de choses en place, en fait, hein, pour gouverner cette information. En fait, hein, bon, il faut d'abord, je pense, une charte des usages IT qui va expliquer donc aux gens les droits et les devoirs autour du système d'information qui est mis à leur disposition, en fait, hein, y compris s'ils vont sur les réseaux sociaux, s'ils utilisent un smartphone de l'entreprise pour faire quelques opérations personnelles, etc. Donc, une charte opposable. Ensuite, il faut traiter les trois axes là, sur lesquels on a vu qu'il y a des risques, en fait. Hein, avoir une politique d'archivage et de conservation des documents pour faire face justement à des demandes, pour prouver que l'entreprise est toujours l'entreprise, avec des documents probants, avec un certain nombre de choses sur lesquelles elle va devoir justifier. Faire de la sûreté de l'information, bien sûr, parce qu'on voit que les attaques n'arrêtent pas et que les problèmes n'arrêtent pas non plus.
Et puis, bien sûr, gérer les données personnelles, en fait, hein, puisque le RGPD et les autres réglementations, en fait, hein, sont arrivées pour justement prendre ça en compte et le mettre un peu sur le devant de la pile. Et tout ça, donc, dans un environnement de données, de systèmes non structurés, de systèmes structurés, de données personnelles, de documents papier, de documents métiers, etc. Donc, avec différentes facettes et différents niveaux, en fait, hein, sur lesquels ça va être plus ou moins critique de faire un certain nombre d'opérations. Donc, l'archivage et la conservation des documents, c'est conserver ce qui doit l'être et détruire ce qui doit plus être conservé, en fait. Et ça se fait en construisant un référentiel avec des durées de conservation selon les types de documents. Alors, il y a des méthodologies de construction de référentiels comme Arcatec ou des choses comme ça, en fait, hein, qui sont bien connues, je dirais, des spécialistes. Et toute nouvelle application informatique va devoir un peu gérer ça, en fait, par construction. Les documents doivent être typés, ils doivent faire référence à une solution d'archivage, ils doivent avoir des durées de conservation, ces documents, être détruits automatiquement ou pas, être gelés en cas parce que s'il y a un litige, on va arrêter la destruction, le temps du litige, etc. Donc, tous ces mécanismes-là oblige en fait à faire un certain nombre de choses sur cette notion-là, conservation, destruction et typage des différents documents de l'entreprise. Sur la sûreté de l'information, là aussi, il va falloir faire une classification, en fait, hein, c'est-à-dire, bon, toutes les classifications classiques hein, font du DICP, hein, disponibilité, intégrité, confidentialité, preuve, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas que la confidentialité, hein, il y a aussi, bien sûr, l'intégrité, la disponibilité. On voit aujourd'hui qu'il y a des attaques en délit de service qui bloquent des systèmes entiers, justement, pour que vous accédiez à vos données. Et puis, il y a toutes les notions, bien sûr, de preuve et d'auditabilité, en fait, hein, qui sont là pour vous dire, bon, ben, qui a fait quoi, à quel moment, en fait, hein, qui a modifié telle information, est-ce que je peux remonter la trace de ça, et puis s'il y a un problème, je vais essayer de trouver la source du problème comme ça, en fait. Donc, bien sûr, l'intégrité est aussi une notion très forte, en fait, hein, parce que si vous modifiez, si un hacker rentre dans un système d'information de paye et puis rajoute un zéro à chaque paye de salarié, en fait, hein, quand les trucs vont partir, il va peut-être y avoir des contrôles à un moment donné, mais il y a peut-être des choses qui vont partir sans contrôle aussi, hein. Donc, tout ça va être compliqué à gérer, en fait, hein. Donc, on a vraiment là, et donc ça nécessite de mettre des niveaux, en fait, hein. Donc, vous allez mettre des niveaux en disant, bah voilà, telle information, elle est tel niveau de confidentialité, secrète ou confidentielle, elle a tel niveau de disponibilité, etc. Et ça va vous permettre de catégoriser un peu toute l'information dans votre système d'information. Et puis, bien sûr, est arrivée en plus cette gestion des données personnelles, en fait, avec le RGPD, avec là une forte motivation pour le mettre en place, hein, avec des amendes là, qui sont fortes, en fait, hein, qui peuvent aller très loin, et puis voilà, et puis là, qui ont été une réalité, hein, parce que là, depuis que le RGPD est en place, il y a eu beaucoup plus de 500 millions d'euros d'amendes, en fait, qui ont été distribués à différentes entreprises, en fait, par différentes autorités, donc on voit quand même que c'est devenu quelque chose d'effectif. Et puis, il faut habituer les gens à dire qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est qu'un traitement, qu'est-ce que c'est qu'un responsable de traitement, le droit de savoir, le droit de contrôler l'utilisation des données. Donc, tous ces droits qui sont arrivés par et ces règles qui sont arrivées par le RGPD. Et le RGPD a fait des petits, en fait, hein. Aujourd'hui, il y a plus de 85 règlements de protection de données personnelles dans le monde, en fait, hein, et certains ont fait du copier-coller, entre guillemets, du RGPD, d'autres l'ont adapté à leur sauce, mais donc on a vraiment là quelque chose qui est devenu très prégnant aussi, justement, dans une des composantes de la gouvernance d'information. On peut se faire aider d'outils, en fait, hein, on parle beaucoup de cloud, d'outils comme Microsoft 365, où on a ses données, toute sa bureautique, ses SharePoint, etc. dans le cloud. Bon, on a des outils, en fait, hein, qui permettent quand même de traiter, de gouverner cette information, en fait, hein. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Là, il y a un portail chez Microsoft qui permet, voilà, de screener tout ce qu'on vient de voir, l'archivage, les notions de conservation, les données sensibles, les données personnelles, les discoveries en cas de litige, etc. Donc, on est quand même sur certaines infrastructures avec des outils quand même assez sophistiqués pour faire un certain nombre de choses autour de tout ce que je viens de dire, en fait.
Donc, c'est déjà un point positif. Après, quand on sort de l'entreprise, on voit que, bien sûr, toutes ces règles maintenant aboutissent à une nouvelle géostratégie, en fait, hein, puisque là, on voit par exemple que là, les Américains et les Russes essaient de s'entendre en disant mais arrêtez de nous attaquer, arrêtez de faire un certain nombre d'opérations. Donc un peu comme dans le temps, ils essayaient de s'entendre en disant arrêtez de construire des missiles nucléaires et de les mettre à nos frontières, etc. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Donc on voit que tout ça, ça monte d'un cran, en fait, hein. On sort de l'entreprise, on va au niveau des États, en fait, et que tous ces problèmes de fuite, d'attaque, d'information deviennent un sujet sensible qui peut même être un casus belli, en fait, hein, si ça tourne mal. On le voit aujourd'hui aussi par la une de la presse récente, en fait, hein, que cette guerre d'information fait des victimes, en fait, hein, aussi, et des victimes au sens, je dirais, là, économique du terme, en fait. Hein, là, sur l'affaire des sous-marins, là, vous voyez Johnson qui dit l'amour de Londres envers Paris est indéracinable. Tout le monde fait ses sorties, en fait, ça devient invraisemblable. Bon, faut savoir quand même que sur ces histoires de sous-marins, c'est quand même assez intéressant parce que on a expliqué pendant 1 an et demi aux Australiens que si leurs impôts augmentaient, c'est à cause de l'achat du gouvernement des sous-marins français, en fait. Donc, vous voyez comment on manipule les choses et comment on en arrive à, voilà, à dire, voilà, c'est le French bashing dans toute sa splendeur, et puis voilà, on fait monter la sauce, et puis à un moment donné, les gens se disent, ben non, pourquoi on achète des sous-marins, on va faire volte-face, et puis, ah oui, mais puis les Américains, ils veulent nous embarquer dans autre chose, contre les méchants Chinois, etc. Voilà. Donc tout ça part en autre boudin. Hein. Donc c'est quand même assez intéressant qu'aujourd'hui tout ça arrive à faire perdre. Alors voilà, le réveil a sonné en fait. Hein, donc Emmanuel Macron dit les Européens doivent sortir de la naïveté vis-à-vis des États-Unis et se faire respecter. Donc il rappelle les ambassadeurs. Et puis on s'aperçoit quand même qu'il y a de l'activisme au sens informationnel du terme, parce que tout ça, c'est de l'information qui diffuse, des gens qui disent le pour, le contre, et puis les gens se font leur opinion, et puis ils prennent des décisions autour de tout ça. Donc c'est vraiment un sujet là aujourd'hui aussi. Voilà. Alors on voit que l'État français va se doter d'une agence pour se protéger des attaques numériques étrangères, en fait, hein, de 70 personnes pour essayer d'éviter la désinformation, les fake news, etc., en particulier pendant l'élection présidentielle. Alors j'espère que les 70 personnes ne vont juste pas faire que du traitement de l'information pour qu'on ne dise pas du mal du président actuel, etc. Donc on peut se poser des questions aussi par rapport à ça, en fait, en termes de démocratie. Donc, mais en tout cas, voilà, on essaie de prendre le taureau par les cornes et de dire, bon, bah, tout ça, ça suffit. Il faut essayer de rentrer dans un cadre où ce qu'on lit, c'est quand même à peu près vrai, en fait. Hein, c'est pas totalement abracadabrantesque. La souveraineté française, on l'a aussi, donc on voit qu'on essaie de la récupérer, en fait, on l'a aussi, bien sûr, avec nos entreprises, en fait, hein, et là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on connaît, Jérôme et moi, qui se battent justement pour dire, bah, le modèle des GAFAM, c'est bien gentil, mais il y a des alternatives françaises pour faire un certain nombre d'autres choses, en fait, hein, et même aussi bien, voire mieux, en fait, hein. Bon, je rappelle quand même que là, le truc le plus ahurissant, c'est quand même qu'en France, on avait créé un moteur de recherche il y a 15 ans qui était meilleur que Google et qui pouvait battre Google à cette époque-là si on l'avait soutenu. C'est Exalid, qui avait été créé par François Bourdoncle. Et puis, tout le monde lui a rayonné, en fait. Hein, quand il allait voir les entreprises, on disait, oui, bon, on va pas acheter français, on va acheter des vrais outils professionnels américains, etc. Alors que son moteur de recherche, et j'en démords pas, était quand même meilleur que Google en termes d'algorithme. Et aurait pu, s'il avait été soutenu, faire une alternative crédible européenne autour de ça. Mais voilà, en France, on est toujours suspect vis-à-vis des gens qui réussissent ou qui font des trucs magnifiques, en fait. Hein, donc voilà, c'est assez compliqué, alors qu'on a un tissu, voilà, qui permet justement, dans le traitement de l'information, de prendre la main. Alors on voit quand même qu'aujourd'hui, certains ministères font des notes en disant, bah oui, non, finalement, bon, c'est plus Microsoft 365 qu'il faut prendre, on va prendre d'autres alternatives. Donc il y a peut-être un mouvement qui est en train de naître pour se remettre un peu, voilà, en marche. Bon, on a des pays, bien sûr, qui gouvernent leur information, en fait. Hein.
Donc, vous voyez, bon, voilà, ça c'est la Chine, elle met en place des choses sur la privacy, sur le cyber, sur la data, sur les contenus, tout ça. Donc, là, on a quelque chose, voilà, qui reprend la main complète, en fait, hein, sur tout ça, en fait, hein, en contrôlant tout ce qui circule, tout ce qui est diffusé, tout ce qu'on dit pas, etc. Donc, voilà. Voilà. Alors, autour de ça, on s'aperçoit en filigrane, là, dans toutes ces opérations là, de déstabilisation, de création de nouveaux modèles, en fait, que tout ça est issu, en fait, d'une théorie qui s'appelait la Network Centric Warfare, qui avait été mise en place après la première guerre du Golfe, en fait. C'est passé totalement inaperçu, personne n'en a jamais parlé en France, etc. Quand on parle de C4ISR, C6ISR, personne ne sait ce que ça veut dire. Et en fait, cette Network Centric Warfare, c'était vraiment Developing and Leveraging Information Superiority. Et le but, c'était de dire que c'est l'information qui va permettre de gagner les guerres, en fait, les guerres normales, en fait, mais c'est aussi l'information qui va permettre de gagner les guerres commerciales. Et donc, sous toute cette théorie-là, qui est quand même assez intéressante à dépioter, en fait, montre en fait qu'il y a un point d'entrée, en fait, il y a quelque chose à payer à l'entrée, qui est cette infostructure, et puis que derrière, avec tout ce mélange d'informations, avec des gens qui vont partager l'information, qui vont collaborer, qui vont se synchroniser, on va arriver à une bottom line, en fait, hein, qui est moins de risques, moins de coûts, des profits supérieurs, et puis un tempo surtout imposé au marché qui va augmenter, comme on va augmenter le tempo de la guerre. Et donc ça, ces schémas-là datent de 1993. 1993. Et c'est cette Network Centric Warfare qui va donner naissance à la Network Centric Entreprise, l'entreprise orientée réseau, en fait, et c'est ça qui va donner naissance aux GAFAM, en fait, c'est-à-dire pas Apple ni Microsoft, parce qu'ils sont déjà en place à cette époque-là, mais au moins les réseaux sociaux, la manière d'organiser l'information, de collaborer, etc., va naître de cette doctrine, entre guillemets, militaro-industrielle. La promesse, c'est ça, c'est une entreprise avec moins de corps et de queue, entre guillemets, et plus de dents, en fait. Hein, c'est-à-dire que, voilà, qui va attaquer grâce à la supériorité informationnelle et bouffer tous ses concurrents. En fait, hein. Et il y a des cas d'école qui montrent que tout ça a abouti plus que de mesure, en fait, hein, par rapport à tout ce qui s'était à la promesse initiale. Et donc, on a assisté à une transformation, en fait, hein, qui a été mise en place dès les années 95 et qui s'est poursuivie sur les années 2000, en fait, en disant la technologie avancée de traitement de l'information va permettre d'avoir cette supériorité informationnelle, et cette supériorité informationnelle va permettre de gagner les guerres et les guerres économiques. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le From Space to Mud, en fait, hein, qui est un très bon terme, je le conseillerais aussi aux entreprises, en fait. Hein, un dirigeant d'entreprise doit diriger son entreprise de la boue à l'espace, en fait. Hein, c'est-à-dire vraiment dans toute sa complexité et dans tous les niveaux. En fait, hein. Donc, c'est vraiment un sujet là qui était intéressant sur ces net-centric opérations, avec en haut la situational awareness, en fait. Donc c'est je vois tout le temps, tout ce qui se passe, etc., grâce à un arsenal technologique de traitement de l'information que j'ai développé et à des sociétés gagnantes, en fait, hein, sur leur marché par rapport à toutes ces notions de traitement de l'information. Et le point de gouvernance, justement, de cette chaîne informationnelle, situationnelle et opérationnelle, c'est la War Room ou la Situation Room, en fait, hein, dans lequel je vais piloter les choses, en fait, hein, de manière très fine et très précise, justement, en maîtrisant tous ces flots d'informations qui m'arrivent, en les catégorisant, en les traitant, en les gouvernant. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc là, c'est la Situation Room. Vous voyez, là, Hillary Clinton et Comstock en cible, c'est l'équipe qui va tuer Ben Laden, en fait. Hein. Donc, tout le monde regarde en direct ce qui va se passer, en fait. Hein. Donc, ils sont dans leur bureau en train de regarder ça. Et aujourd'hui, voilà, il y a l'Académie des technologies là, qui a rendu un rapport sur qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en termes d'information sur la crise sanitaire. En fait. Est-ce qu'on aurait pu être aidé
dès le début par des algorithmes de recherche opérationnelle pour, par exemple, arrêter d'envoyer des gens en TGV de Paris à Bordeaux, de ceci à cela, etc. Là, il suffisait d'optimiser, hein, ça c'est de la recherche opérationnelle. Et un des points forts là, de ce rapport, en fait, hein, qui est public, c'est de dire qu'il fallait piloter cette crise sanitaire depuis une war room, en fait, hein, c'est-à-dire depuis un ensemble qui permettait d'avoir une salle de crise perpétuelle et de gérer toute l'information en temps réel pour savoir ce qui se passe, comment on peut faire les choses et comment piloter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se pilotent en temps réel à travers ce type de dispositif, en fait, hein, c'est-à-dire qu'ils sont pilotés en temps réel depuis une war room. Donc, on a quand même là une nouvelle notion qui est apparue autour de tout ça. Et puis, après, donc, on a vu l'entreprise, l'État, et puis maintenant, chez vous, en fait, hein, parce que vous devez aussi gouverner votre information, en fait, hein, chez vous. Il faut gouverner votre information en émission, en réception, en stockage, en conservation, quel que soit le support, PC, tablette, smartphone, clé USB. Il faut mettre à jour tous vos logiciels sur tous vos supports, hein, parce qu'on le voit là qu'aujourd'hui, beaucoup de virus, de choses 3 s'installent dans des failles logicielles et que si vos logiciels ne sont pas à jour, tout de suite, là, ça va devenir un nid à virus. Il faut sensibiliser vos proches aussi à l'usage des réseaux sociaux, en fait. Hein. Alors, il y a une statistique là qui a interpellé Mark Zuckerberg, en fait, c'est-à-dire que il y a des études qui ont montré que le taux de suicide aux États-Unis, il a augmenté de 20% en fait chez les adolescents et que c'est pratiquement dû à Instagram, en fait, cette hausse. Donc là, vous dites, ah ouais, quand même. Donc vous dites, va falloir mettre sur les réseaux sociaux, comme sur les paquets de cigarettes, les réseaux sociaux tuent, en fait, hein, parce qu'à un moment donné, il faut prendre des choses à bras le corps. En fait, hein. Donc on a vraiment un sujet par rapport à ça. Il faut mettre vos documents probants à l'abri dans des coffres électroniques, hein, vous en avez des offres gratuites en France. Utilisez plusieurs adresses mail pour des usages précis, vous forgez une identité numérique, en fait, là aussi, vous pouvez vous en forger une graphique. Et puis aussi, bien sûr, diversifier vos sources d'information, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a quand même, si vous lisez que Twitter toute la journée dans un cercle très réduit, bon, vous allez vite arriver à la conclusion bon, qu'il faut foutre par terre tout ce qui existe, etc. Donc, à un moment donné, comment je m'informe en tant que citoyen autour de tout ça. Donc, j'ai une hygiène informationnelle à mettre en place sur tous ces sujets. Et puis, bien sûr, l'humain est l'humain, en fait. Hein, et donc, même avec la meilleure gouvernance, tout peut partir en vrille. Alors ça, c'est une affaire qui date de 4-5 ans, en fait, hein, où même le directeur de la CIA a démissionné parce qu'il filait à sa maîtresse des informations qui étaient classifiées. Son rival avait une autre maîtresse à qui il redonnait d'autres informations qui, par porosité, la transférait avec l'autre général. Enfin, tout ça, ça faisait un ménage à 4, en fait, qui partageait joyeusement des informations ultra confidentielles, en dépit du bon sens, en fait, et tout le monde est parti à la trappe. Donc, en fait, on voit que même, alors là, pourtant, là, on est au niveau du sommet de l'État, en fait, américain, en fait, hein, quand même, avec des gens qui sont censés traiter l'information, voilà, comme elle le mérite ou comme elle devrait l'être. Mais non, 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 tout ça, ça part aussi. Donc, ce sujet-là montre quand même que ça soit à tout moment, bon, c'est quand même la personne qui sur son PC va cliquer sur un truc qu'il ne faut pas cliquer, qui va décider de faire fuiter l'information parce que ça l'arrange, etc. Et donc, à un moment donné, cette notion d'humain est quand même très importante et il doit y avoir une forte sensibilisation autour de ça. Voilà ce que j'avais. Je ne sais pas si je suis dans l'horaire, là, 7h30, oui. Voilà. Je reprends quelques instants la parole pour remercier notre intervenant pour la qualité de son discours. J'en profite aussi pour remercier à nouveau, parce que je pense que mon message initial était mal passé, Audencia, Estelle Prusker et Michel, qui est ici présent et qui assure la logistique. Mon cher Christophe, c'est une première question qui a été posée sur le module de chat, sur Microsoft 365, pour lequel tu as dit que c'était, alors je ne sais plus les termes que tu as utilisés, mais sûr et... non, j'ai dit qu'il y avait un peu challengé sur le sujet. Des outils qu'il y avait des outils pour gérer, prendre la main en fait, et puis gérer quand même les choses pour mettre en place de la gouvernance de l'information. En fait, hein. Mais c'est pas
pour autant que l'arrière-cuisine, entre guillemets, qui peut être chez Microsoft, est sûre à 100%. C'est un autre sujet. Mais au moins, on a par rapport à d'autres outils informatiques qu'on avait d'habitude, où il n'y avait pas du tout tout cet arsenal, entre guillemets, pour gérer finement toutes les choses que j'ai évoquées là, sur la sûreté, la conservation, la classification, toutes ces notions-là. Avant, on était quand même assez démunis, en fait. Bon, là, maintenant, il y a des outils qui arrivent. Alors, je ne sais pas s'il y a des outils équivalents dans la Google Suite ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui font des efforts pour dire, bon, au moins, vous pouvez, dans le périmètre circonscrit, d'un tenant d'entreprise, vous pouvez gérer quand même cette gouvernance. Tu as dit qu'Exalid, répète ma question, je ne vais pas faire. Tu as dit qu'Exalid n'a pas été soutenu à l'époque. Est-ce que les éléments qui ont fait qu'il n'a pas été soutenu sont encore présents? Est-ce que s'il y a des solutions françaises qui se présentent, elles vont être déboutées de la même manière? Ou les choses sont peut-être changées? Reformule un peu pour eux. Oui, je pense que là, je pense qu'aujourd'hui les choses ont changé en fait, parce que là, bon, Exalid, c'était dans les années 2006-2007 qu'on aurait dû le soutenir, et bon, alors après, la société a été rachetée par Dassault Systèmes, qui l'a intégré dans son PLM en fait, dans ses outils logiciels. Mais aujourd'hui, je pense quand même, j'ose espérer quand même que, avec tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé sur les dernières années, des pépites de la French Tech en fait, qui auraient des outils quand même disruptifs et qui pourraient creuser l'écart ou la différence, seraient plus soutenus que ce qui s'est passé il y a 15 ans. Mais pour un moteur de recherche, je pense que là, c'est mort en fait. Je pense que vraiment, Google, en fait, c'est ahurissant. En fait, Google construit ses propres serveurs, a modifié ses versions de Linux, en fait, avec des algorithmes secrets, a des load balancing que personne n'a sur Terre, et c'est plus facile de trouver sur Internet des photos des bases de lancement des missiles nord-coréens que des photos de l'intérieur des data centers de Google. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, en fait. Donc, ça veut dire que c'est plus stratégique que stratégique, en fait. Jean Romer, on me demande s'il faut laisser traîner des informations fausses pour tromper l'ennemi, tromper le concurrent. Des informations. Alors ça, c'est effectivement, c'est l'art de la déception, en fait, qu'on appelle ça en stratégie militaire, en fait, c'est-à-dire donner des fausses informations, faire fuiter des fausses informations, etc. D'ailleurs, il y a depuis longtemps les gens qui font de la veille brevet, par exemple, le savent, en fait. Il y a des faux brevets déposés par des entreprises pour que leurs concurrents se disent, ah ben tiens, ils se lancent sur cette niche de produit ou sur cette niche de service, etc. Et donc, moi, il faut que je m'y lance aussi, en fait, alors que c'est pas du tout le cas, en fait. Donc, bien, effectivement, dans l'art de la guerre matérielle, en fait, bien sûr, quand un sous-marin est attaqué, il envoie des leurres électroniques pour tromper les torpilles, etc. Donc, ça fait partie du jeu, en fait. Alors après, il faut maîtriser tout ça, parce qu'il ne faut pas que ça vous revienne en boomerang, il faut pas que vos clients se disent, mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il part sur un autre truc, il va me lâcher, etc. Donc c'est de la dynamique, en fait. Mais voilà. Des faux appels d'offres. Oui, ou des faux appels d'offres, oui. Oui, c'est classique. Voilà, c'est ça, pour que les gens produisent le savoir-faire et puis se mettent en avant techniquement et disent, voilà, on sait faire ci, on sait faire ça, etc. C'est comme les faux recrutements, en fait. Il y a beaucoup de faux recrutements où des gens, vous attirent. Alors, comme c'est plus cool aujourd'hui de recruter les jeunes dans des bars plutôt que dans des lieux austères, mais en fait, il faut recruter dans des bars, pas par des recruteurs, par des gens qui sont là pour tirer de l'information, en fait. Parce que moi aussi, je peux me mettre une carte de visite de recruteur, cabinet de recrutement, puis attirer un jeune dans un bar, puis lui faire parler pendant 5 heures de ce qu'il fait en cybersécurité, parce que c'est un cadre dans son entreprise. Voilà, donc aujourd'hui, tout ça crée un environnement aussi sur lequel, alors qu'avant, quand j'étais reçu effectivement par un type en costard-cravate austère derrière un bureau dans un siège social, je voyais bien que j'étais dans la société qui cherchait de me recruter. Est-ce que vous avez vu justement que l'État français se dote d'ici la fin de l'année d'une nouvelle agence placée au sein du service du Premier ministre, plus précisément de son secrétariat général
pour la défense et la sécurité nationale qui s'appellera Viginum. Oui, c'est ce que j'ai cité là. Viginum, qui est l'agence justement dont je parlais dans un de mes slides, en fait, hein, qui est une agence voilà, de 70 personnes pour essayer de contrebalancer cette guerre informationnelle, de manipulation, d'intoxication de l'information. Alors justement, bon, leur première mission, ça va être de gérer un peu, entre guillemets, la désinformation ou pas dans la campagne présidentielle. Bon, il ne faudrait pas que ça se limite à ça, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça arrive vraiment à protéger pas seulement le gouvernement en place, entre guillemets, mais les entreprises, les citoyens aussi, pour justement avoir quand même quelque chose ouais, de plus safe en termes voilà, de contenu d'information et de valeur de l'information. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on a pris quand même le problème à bras-le-corps. Hein. C'est comme l'agence d'innovation de défense là, qui a créé une Red Team, en fait, hein, qui se projette en avant pour faire des scénarios justement disruptifs avec des écrivains de science-fiction en disant quel sera le monde en 2050, en 2070, quelles seront les menaces, et d'essayer de voir est-ce qu'on pourra parer à ces menaces. En fait, donc on voit que les gens voilà, essaient maintenant de réfléchir un peu hors du cadre. En fait, hein, il est temps pour essayer de se projeter et de trouver des solutions disruptives à des problèmes disruptifs. En fait. Très bien, on va encore te remercier. Merci à vous qui êtes à distance, merci à vous qui êtes en présentiel et surtout merci à notre conférencier. Audencia, merci à vous aussi pour cet accueil. Et un dernier mot pour dire que tout à l'heure, quand j'ai annoncé les prochaines conférences, j'ai oublié que j'ai programmé pour le 26 octobre une conférence avec Bernard Lambert, ancien secrétaire d'État à l'industrie sous Pompidou, quelqu'un qui a une carrière exceptionnelle. Et nous allons intervenir sur le thème du dernier livre que j'ai écrit et qu'il a bien voulu préfacer. On va faire un parallèle entre le monde des organisations et le monde animal. C'est une sorte de biomimétisme organisationnel. Et on va s'amuser avec, tantôt pour moi, des présentations théoriques, tantôt pour lui, une application pratique, hein, des choses qu'il a vécues dans sa carrière, à faire ces parallèles. Donc, 26 octobre, 18h30, pour la prochaine conférence. Merci. Merci, Jérôme.